Bonjour Paris, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de l'après-midi avec nous aujourd'hui, certainement la partie la plus intéressante évidemment. Nous allons revenir sur cette appréciation que donnait Marc ce matin sur l'engagement précis, le one-to-one, l'engagement avec vos clients finaux en parlant de Marketing Cloud. Je suis Jean-Philippe Barthes et je suis le vice-président en charge de Marketing Cloud pour l'Europe du Sud. Bienvenue pour cette session que j'animerai avec deux autres personnes. Pierre-Alexandre Bruno, qu'on verra tout à l'heure, et Marc Lolivier, qui est le secrétaire général président de la FEVAD, qui se fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, Marc, et je lui passerai tout à l'heure la parole pour parler justement des tendances. Alors, le marketing, je vais sauter celle-là, vous l'avez déjà vu ce matin, je n'ai pas besoin de me répéter. Le marketing chez Salesforce est une chose importante qui est récente. Elle est liée à l'acquisition, il y a maintenant 2 ans, d'un certain nombre de plateformes qui ont mergé ensemble pour devenir Marketing Cloud. Mais en effet, ça nous a permis de rentrer dans l'ère très importante de la relation client au sens B2C, B2B2C, dont la plupart d'entre vous sont aujourd'hui familiers. L'environnement aujourd'hui de toutes les entreprises, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, et c'est justement cette recherche one-to-one, cette recherche de cet engagement, de personnalisation, en même temps que de capacité à pouvoir traiter cet engagement sur tous les canaux, à quelque moment que ce soit. Et au-delà de ce qu'est le marketing classique, stratégique, qu'on a l'habitude de voir, traité autour de la masse, on va de plus en plus se diriger vers ce qu'est le marketing individualisé, justement cette notion de granularité au niveau le plus fin. Quand on parle de marketing digital, on parle d'engagement client, on parle du rapprochement entre les consommateurs et la marque. Elle se passe bien sûr de différentes façons, que ce soit à travers les canaux classiques de l'email, du mobile, du push, du web ou de la partie web, mais aussi d'autres canaux. On est de plus en plus enclin aujourd'hui à pouvoir mettre derrière l'ensemble des relations clients les objets connectés qui, comme on le sait, viennent et montent en puissance. Mais en tous les cas, la plateforme Marketing Cloud vous permet aujourd'hui d'avoir cet engagement digital en one-to-one à tout moment. Je vais donc maintenant pouvoir vous faire une démonstration avec l'aide de Pierre-Alexandre. Nous allons voir comment, autour d'un de nos clients, Zero Motorcycle, vous êtes tous peut-être aujourd'hui familiers de l'environnement des véhicules électriques, vous connaissez Tesla, qui est aussi un de nos clients. Zero Electric est une société également basée à San Francisco et qui a pour vocation de transformer également ce moyen de locomotion sur 2 roues en véhicule électrique. C'est un client Salesforce depuis déjà un bout de temps. Ils utilisent toutes les fonctions autour de l'application, que ce soit la partie CRM, Service Cloud évidemment, dont on avait déjà vu quelques présentations, et puis Marketing Cloud. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on va voir comment cette relation peut être surtout très simplement mise en œuvre. Ce qui est essentiel autour de nos technologies de la plateforme, ce que recherchent nos clients, c'est cette capacité à aller vite dans la réaction par rapport à ce qu'est le cycle de vie du client. En tant que marketeur, ce que vous nous avez demandé, ce qu'on a pu vous livrer, ce que nous pouvons vous livrer, ce sont des outils simples de mise en œuvre et qui répondent à une montée graduelle de la mise en place de toutes nos stratégies de communication one-to-one. Qu'on soit dans les différents cycles d'acquisition, et c'est ce qu'on va voir, d'onboarding, de transformation, de rétention, de fidélisation, à quelque niveau de ce cycle-là, il est important, et quel que soit votre type d'entreprise, que vous puissiez traiter des stratégies simples, à la fois de communication, de mise en œuvre et de retour. La présentation qu'on va vous faire, qui va nous prendre maintenant une bonne vingtaine de minutes, je pense, Pierre-Alexandre, va vous présenter ce cycle-là. Le parcours client, c'est la base même de notre environnement. Que ce soit, comme je l'ai dit, sur tous les canaux, mais cette notion de parcours client a une autre notion importante, à la fois au-delà de la masse, c'est la personnalisation. Pourquoi? Parce qu'on est rentré aujourd'hui dans ce marketing micrométrique, comme on pourrait même dire, où chaque individu veut et doit recevoir un message qui lui est personnalisé. Donc non seulement on parlera du canal, mais on parlera également du contenu. C'est ce qu'on verra ici par ailleurs. Nous allons avoir à travers Journey Builder, notre outil de définition et de mise en œuvre des cycles et des parcours clients, l'exemple qu'il y aura à travers Zero Motorcycle. L'autre partie aussi, c'est d'avoir, et c'est très important dans le cadre de cette définition des parcours clients, cette vue unique du client. Marketing Cloud vous permet en effet, à travers ses fonctionnalités, et notamment Contact Builder, de pouvoir décrire et enrichir au fur et à mesure, quelle que soit l'origine de la donnée, externe ou interne de toute façon, à pouvoir enrichir ce parcours client et ce profil. Le troisième élément, c'est donc cette communication multicanal.
Nous verrons aussi, nous ferons un tour par l'environnement social. Pourquoi? Parce que l'environnement social est un élément qui est de plus en plus pris en compte dans les entreprises. Tous les directeurs marketing que je rencontre ont aujourd'hui une stratégie, une politique d'ordre social, mais on parlera aussi bien d'engagement que de suivi. Or, le social ne sert pas simplement à pouvoir connaître les tendances, l'appétence des consommateurs avec la marque, mais c'est aussi un moyen de service très important. Nous verrons comment, à travers l'exemple de Zero Motorcycle, on pourra traiter un cas de service client, un problème sur la moto, et comment traiter à travers les réseaux sociaux cette réponse. Enfin, la dernière notion importante, et que Salesforce vous offre aujourd'hui de manière assez unique, c'est cette capacité à pouvoir créer ce qu'on appelle des Active Audiences, qui sont des audiences issues de tous les paramètres que vous avez mis en œuvre de catégorisation et de critères de sélection, qui vont vous permettre de créer l'ensemble de ces fichiers, de cet environnement particulier de clients dans lesquels, et pour lesquels vous souhaitez, au travers de tous les canaux qu'on a cités avant, et notamment les canaux sociaux, faire suivre de la publicité. C'est donc une particularité que nous offrons également. Voilà, sur ce, je vais maintenant passer pour l'essentiel de cette présentation maintenant sur la démonstration. Pierre-Alexandre, si tu veux bien me rejoindre, nous allons donc avoir la démo. Merci Jean-Philippe, tu me donnes un petit peu de boulot là, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer, voir, hein. Donc on y va. Alors, si j'étais Alex Daillon, je serais venu avec une moto, malheureusement j'ai pas, voilà, c'est pas moi Alex. Non, il avait un casque déjà. Chacun son charisme. Et absolument. Ok, on démarre. Alors on va démarrer par le site internet de Zero, qui a eu la gentillesse de nous le prêter. Vous voyez qu'on a le choix ici, on est avec un client qui n'a jamais été client de la marque Zero et qui entame une session de navigation où il va aller regarder différents produits. Et puis comme ce sont des articles qui sont quand même d'une certaine valeur, il y a un moment donné, ça l'intéresse de pouvoir se signer parce que c'est un engagement lourd et il envisage de faire une démonstration, de faire un test de moto derrière. Donc il va se signer et renseigner ses coordonnées parce qu'il faut bien laisser une trace et en l'occurrence il nous laisse un email. Alors, ce que tu es en train de nous dire ici, ce qui est très important, c'est qu'à partir d'une navigation sur le web, quand on est un client connu ou non connu d'ailleurs, on est en mesure de pouvoir récupérer ces indications, de pouvoir les stocker, les analyser et à partir de là, engager la conversation avec le client. C'est bien ça? Exactement Jean-Philippe, tu as tout compris. C'est-à-dire que toutes les informations que j'ai accumulées sur ma navigation avant de me signer et celles que je vais faire après, parce que je continue, vous voyez, la session de navigation continue, je renseigne tout un tas d'informations, je choisis une couleur, en l'occurrence le jaune, tout ça est complètement réconcilié et me permet d'accumuler de l'information dans Marketing Cloud qu'on ira voir tout à l'heure. Je vais sur la page de démonstration, pour prendre un rendez-vous et il se trouve que malheureusement, et comme bien souvent, on peut être interrompu à ce moment-là. Et une marque comme Zero, comme beaucoup de marques, ne peut pas se permettre de laisser passer une occasion d'avoir un client sur laquelle elle va pouvoir réengager. Donc maintenant, on bascule ici dans l'environnement Marketing Cloud, on est vraiment dans les coulisses, et on va aller voir dans Predictive Web comment cette information qu'on a récupérée à travers la session de navigation de Buddy Dugger, le client en question, eh bien comment est-ce qu'on peut la consulter d'une part et comment on va pouvoir capitaliser dessus pour l'exploiter. Donc ce que tu es juste en train de dire avant qu'on aille plus loin dans le détail ici, c'est qu'à partir de la plateforme, à partir de ces informations, on a pu bâtir et on verra des règles métiers qui vont pouvoir nous permettre donc d'accompagner les messages, on verra d'un point de vue personnalisé. Oui, alors je suis curieux de voir ça. Tu prends un peu d'avance sur la démonstration, mais oui, effectivement, on va y arriver. Donc là, on voit la carte des affinités. Donc vous voyez, on a cliqué, Buddy Dugger a cliqué sur des images qui ont alimenté une représentation visuelle qu'on a ici. On voit l'ensemble des pages sur lesquelles il a navigué. Et puis en dessous, on voit déjà les recommandations de produits qui correspondent en l'occurrence, puisque c'est un nouveau client, il n'y a pas encore beaucoup de données sur son profil, eh bien, aux produits qui l'intéressent. Voilà, donc on a capté, tout ça vient du web et storé sur nos data centers, dans notre environnement. Absolument. Et donc reproduit à partir de là. 100% cloud. Et tout ça dans les mains de l'utilisateur final, pas besoin d'autre intervention. Pas besoin. Alors, on va maintenant aller voir les parcours clients, puisqu'on a parlé de réengager le client, et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a ici Journey Maps. Journey Maps, qu'est-ce que c'est? C'est un outil très simple qui permet
aux marketeurs d'avoir l'ensemble des parcours clients one-to-one. On n'est pas sur des envois en masse qui sont faits, donc on sait faire aussi dans Marketing Automation, mais là on est vraiment sur du one-to-one. Tous ces parcours, quand ça va vouloir arriver, voilà, donnent une vision d'ensemble de tout ce que le marketeur a planifié. Vous voyez, on a des parcours d'acquisition, des parcours d'engagement, des parcours de support client, de programmes de fidélité éventuellement. Oui. Pierre-Alexandre, j'ai une question. Est-ce que ça correspond aussi à ce qu'on voit régulièrement dans tous les bureaux des responsables marketing, à ce fameux billboard où on voit apparaître l'ensemble des séquences d'actions autour des parcours clients sur des post-it, par exemple? Oui, ça traduit ce mode de fonctionnement que les marketeurs ont naturellement. Voilà. Donc on a cherché à le reproduire à l'intérieur de Marketing Cloud. Donc là, on va basculer maintenant sur l'un de ces parcours, qui est le parcours de réengagement de Buddy Dugger. Donc, parcours de réengagement sur une session de navigation abandonnée. Un parcours, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'interactions. Chaque interaction, c'est des opportunités de contact avec le client. Et on a toute une palette dans Marketing Cloud d'interactions qui sont déjà disponibles, comme le fait d'envoyer des emails, le fait d'envoyer des SMS, de pousser des notifications. C'est ce qu'on voit sur la gauche de l'écran. Vous voyez toute cette palette d'interactions qui sont possibles. Et vous avez également la possibilité à cet endroit-là d'en créer des nouvelles. D'accord. Juste une question, par exemple. Je vois qu'il y a ici la notion d'abandon au niveau du site. Ça veut dire que les parcours clients peuvent être soit programmés, soit déclenchés à partir d'événements, quels qu'ils soient. On peut les déclencher soit sur l'écoute d'événements, sur un certain nombre de critères, soit éventuellement sur une API externe qui cible directement le fait que telle personne va rentrer dans tel parcours client. D'accord. Donc on a une souplesse absolue. Et évidemment, on peut au niveau des interactions créer d'autres types d'activités ou d'interactions que celles qui sont présentées ici. Et voilà, c'est toute la beauté du geste, c'est qu'on peut avoir des interactions complètement personnalisées maison qui vont peut-être, je ne sais pas, sur la taille d'un panier, en l'occurrence, renvoyer la balle à une équipe service client qui va passer un appel. Voilà, quand il y a 13 000 $ en jeu ou 13 000 € en jeu, bon, on se donne la peine. Absolument. Alors voilà, on est rentré ici dans le choix d'un email, puisque c'est la première étape de réengagement. On lui envoie un email dans lequel on récapitule sa session de navigation et comme ça, on le réengage de façon pertinente. Ensuite, en fonction de la manière dont il réagit, c'est-à-dire ici, j'ai le fait qu'il clique ou il ne clique pas sur mon email, eh bien, je vais passer sur une branche différente. Voilà, on est en démo live, comme vous pouvez le voir, puisque... Ouais. Les temps de réponse sont ce qu'ils sont. Je comprends pas, ça n'arrive jamais pourtant. Non, non. Classique. En tous les cas, c'est du live. Voilà, là, on a basculé maintenant sur l'application email au sein de Marketing Cloud et on va aller voir l'email qu'on a préparé pour lui. Donc cet email de réengagement est très important. Si vous êtes tous comme moi, on s'abonne à des emails et puis quand on les voit arriver, finalement, on les jette parce qu'on n'a plus le temps de les regarder, parce que bien souvent, ce ne sont pas des emails pertinents. En l'occurrence, Xero fait très attention à ça et n'envoie que des emails vraiment pertinents à ses clients. Mais ce qu'on va voir ici en termes de personnalisation peut aussi bien s'appliquer à d'autres types de messages, comme les messages push ou même des messages envoyés sur les réseaux sociaux comme ceux de Facebook. Ah oui, on peut voilà, Active Audience, très bon exemple, nous permet d'envoyer de la publicité à des personnes dont on a évidemment les coordonnées sur ces réseaux sociaux et de les engager de façon souple, on va dire, oui. Et de ne pas forcément tout de suite envoyer un SMS à quelqu'un, ça coûte éventuellement un petit peu plus cher. Bon. Évidemment. Il y a des arbitrages marketing qu'on connaît tous. D'accord, donc on va voir comment on peut créer et adapter. Voilà, donc là, cet email, vous voyez, il est rempli avec une première partie qui est ce qu'on appelle un référence item, c'est-à-dire quelque chose qui va me prendre une image qui correspond le mieux à ma séance de navigation. Et puis en dessous, si on peut descendre, please go down, on voit les recommandations de produits et la possibilité de reprendre le fait d'avoir un rendez-vous pour faire un test de moto. Donc là, vous voyez sur la gauche, on a tout un ensemble de blocs différents qui permettent de composer des emails vraiment dynamiques et adaptés en fonction de ce que l'on veut faire passer comme message. Alors maintenant qu'on a préparé cet email, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce que Buddy Dugger a reçu en toute logique dans sa boîte mail.
Et là, Alors, là Buddy, c'est important. On a changé de support. on est maintenant sur son mobile et on voit qu'effectivement, Buddy a reçu cet email qu'on vient de voir avec toute cette partie qu'on a déjà discutée. Et comme Buddy Dugger est quand même un gars de bonne composition, hein, il va être gentil, il va cliquer sur Schedule Demo et il habite San Francisco. Donc on renseigne toutes ces informations, on choisit une date de démo et tout ça, c'est parti. Donc vous voyez, en très peu de temps, il a pu reprendre sa session de navigation grâce à toute cette information accumulée. Et hop, boum, la réponse arrive tout de suite. 0, vous voyez, très réactif. C'est l'électrique, mais il y a de la reprise quand même. Hein. Bah, il y a même pas mal. Et tu sais, pour un moteur électrique, mal. ça peut être très, très, très important. Le fait est, c'est qu'ici, on a vu qu'en un temps record, on est passé d'une demande à une réponse avec même un aspect géolocalisation par rapport à l'endroit et au magasin le plus proche. Exactement. D'accord, par rapport au profil. Mais c'est pas fini, on va voir d'autres choses encore. Je suis sûr. Parce que je crois qu'il est en train d'apprendre le français, là, Buddy. Oui. Il a compris qu'on parle de lui. Et Oui, voilà. à mon avis, il est en train d'apprendre le français. Donc voilà, maintenant, donc Buddy, vous imaginez, avec toutes les informations qu'on lui a envoyées, il a fait son test de moto, il est emballé à fond et il a acheté sa moto. Sauf que c'est la vie réelle qui reprend le dessus et quand on a une moto, qu'elle soit électrique ou pas, il arrive qu'on ait des problèmes. On arrive donc dans Social Studio et c'est là que on a vu très rapidement là, les différents espaces de projet qui sont des espaces dans lesquels je vais pouvoir collaborer avec des personnes et avec des ressources différentes. Comme ça, on peut travailler en équipe autour de cet aspect social. Ça va très très vite, là, au niveau du clic. Au niveau de la partie analyse, je suis là sur des tableaux de bord. Donc, on est dans un outil qui permet de faire à la fois de la publication, de l'engagement et de l'analyse. On voit ici la partie tableau de bord, c'est-à-dire écoute. Et j'ai une vue vraiment, j'allais dire 360 degrés, panoramique, une grande, vraiment vue de dessous, mais je peux, à tout moment, comme on le voit ici, je prends ce nuage de mots-clés et il y a le mot-clé électrique qui ressort plus spécifiquement et je vais pouvoir zoomer dessus. Et ça, encore une fois, Pierre-Alexandre, c'est gérable par l'utilisateur. Il a accès à ce moment-là à la modification, à la maintenance de l'ensemble de ces mots-clés qu'il peut suivre lui-même à travers les réseaux sociaux. Alors oui, ce qu'on appelle les sujets d'écoute en bon français, ou topic profile dans notre jargon topic, à nous. Exactement. C'est à la main du client, enfin de l'utilisateur, et pour autant qu'il ait les droits, et il n'y a pas de développeur à faire intervenir là-dedans. Exactement. Donc maintenant, on va passer à ce qu'on citait tout à l'heure au début, à cet environnement lié au service. Alors un instant, c'est que toute cette écoute de mon topic profile, de mon sujet d'écoute, m'a donné une idée, c'est que tiens, je vais publier quelque chose sur mon compte Twitter qui va répondre aux sujets qui sont abordés dans les conversations que je viens d'écouter. Donc tout ça alimente les idées au niveau du marketing et me permet d'engager d'une certaine manière. Je vais aller chercher maintenant une image parce que souvent c'est des images qui engagent le plus les clients. Et on va prendre une image de moto, je crois que ça me paraît adapté. Et vous voyez que sur la droite de l'écran, j'ai mon poste qui commence à se remplir. Comme ça, je sais où je vais, je suis en temps réel. Exactement. Voilà. C'est du live, hein. C'est vraiment du live. L'ensemble de l'environnement permet aussi d'avoir l'ensemble d'écoute sur tous les réseaux, il n'y a pas que Twitter. Non, Twitter, Facebook, Instagram depuis peu, hein. Ça a été annoncé la semaine dernière à New York, n'est-ce pas? Exactement, oui. Mais Weibo aussi et beaucoup d'autres. Donc voilà, ici, pour éviter que le client, enfin que l'utilisateur sorte pour faire des retouches photos, on voit qu'on est capable de faire quand même pas mal de choses directement dans l'application et qu'on n'a pas besoin de sortir, on gagne du temps. Voilà, ensuite on planifie tout ça. Bon, on ne va pas forcément le scheduler, on va sortir de là. Les réponses peuvent être aussi bien temps réel que planifiées, en tous les cas. Elles peuvent être... Oui, exactement. Oui. Alors maintenant, on va basculer sur la troisième fonction. On a vu l'analyse, on a vu la publication, et on va aller sur la partie engagement client, parce qu'il n'est pas exclu qu'à un moment donné, des clients nous répondent si on publie des choses. Absolument, il faut on leur être envoie capable des de mots, les écouter. Voilà, on leur envoie des mots doux, ils nous répondent. C'est assez logique. Oui. Là, vous voyez qu'on a différentes colonnes. Chaque colonne, en fait, c'est soit un compte sur mon réseau social, donc un compte Twitter, un compte Facebook ou d'autres réseaux sociaux, soit un compte, un sujet d'écoute comme on l'a évoqué tout à l'heure. Parmi ces sujets d'écoute, ici, j'en ai un qui s'appelle Customer Care.
qui me cible toutes mes publications, tous mes posts sur l'aspect Trouble. Donc vous voyez que, si vous avez une bonne vue, que BuddyDugger a appris à parler français depuis qu'on parle avec lui, et qu'il nous signale qu'il a un souci pour la connexion de son application et de sa moto. Voilà, donc il nous envoie un tweet, et comme on est des marketeurs dans cet environnement, il n'est pas question qu'on commence à répondre à des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et on transmet donc ça à l'équipe service client qui va être en mesure de traiter le sujet de façon beaucoup plus efficace. Nous voilà maintenant dans la plateforme Service Cloud. Vous voyez qu'on poursuit notre chemin à l'intérieur du nuage Salesforce. Et on va retrouver le tweet qui doit être plutôt vers le haut, en toute logique. Voilà. Voilà. Comme quoi, au niveau sécurité, tout est là. On a la capacité de pouvoir traiter l'ensemble des interactions. Vous voyez, même si la session est expirée, ça marche. Donc, c'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. Alors, et donc, je vois ici, je retrouve mes tweets, parce qu'il se trouve que BuddyDugger m'avait déjà envoyé des tweets, et j'ai déjà fait l'association entre son compte Twitter et sa fiche client dans Salesforce. Donc, je suis en mesure de lui faire une réponse tout de suite. Ça y est, on a publié une réponse, n'est-ce pas? Ben voilà. Il faut que je mette des lunettes, moi je deviens myope. Et je peux donc clôturer ce sujet, et à partir de ce moment-là, BuddyDugger va recevoir son tweet directement avec toutes les informations dont il a besoin pour arriver à connecter son app à sa moto. Donc on a pu ici démontrer l'interaction qui existe entre cet engagement client, cette écoute à travers les réseaux sociaux et la capacité à travers nos consoles comme service cloud de pouvoir répondre, de pouvoir interagir. Et ça aurait pu être d'ailleurs plus que ça. On aurait pu le dépanner à travers des outils médias, de pouvoir envoyer un document pour l'aider. On peut envoyer tout type de médias. En général, on aime bien répondre sur le canal sur lequel il a sollicité la marque, hein, mais effectivement, s'il exprime le souhait de recevoir plutôt un fichier par email, bon, ben, pourquoi pas. Hein. Là, on lui a envoyé un lien Bitly, il clique dessus, il a ça tout de suite. Bon. Et alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reboucler avec Marketing Cloud d'une certaine manière, parce que allons-y. Une fois que j'ai clôturé ma réclamation, mon case, eh ben j'ai tous les éléments, j'ai tous les critères pour réengager le client sur une enquête de satisfaction. Et alors là, rebelote. Bon, mais je crois qu'on ne va pas forcément rentrer dans ces écrans-là. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on enrichit le profil du client en fonction de l'ensemble de ses données. C'est-à-dire qu'on ne navigue plus dans un environnement où d'un côté on aurait quelques données marketing, de l'autre quelques données services, mais on arrive à globaliser le tout dans un seul et même environnement, qui est cette vue complète du client. Et de pouvoir interagir intelligemment. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu un problème, ne pas lui envoyer un mail promotionnel sur autre chose, ou un autre message, ou un push, etc. Donc, exactement, parce qu'effectivement, à quoi sert d'avoir une vue 360 degrés si on ne l'exploite pas à un moment donné pour engager le client, pour répondre le mieux possible à ses sollicitations? Exactement. C'est tout l'objectif de la plateforme Marketing Cloud, je pense. Tout à fait, absolument. Merci Pierre-Alexandre. Avec plaisir, Jean-Philippe. On peut l'applaudir. Merci. Un login temps réel, ça j'aime bien. Parfait. Donc cette démonstration a été faite pour vous montrer donc les capacités rapidement et en live de cette plateforme, donc d'engagement cross-canal, de ce qu'est la conversation client dans nos outils de Journey Builder ou de Journey Map, sur tous les canaux que peuvent être aussi bien le mail, le mobile, le social, le web par exemple, mais également d'autres canaux que vous pourriez parfaitement lier à la plateforme par nos API par exemple. Donc on est encore une fois dans cette relation que Salesforce essaie de mettre à votre disposition à travers ces outils, qui est de votre engagement one-to-one avec vos clients, que l'on soit dans un domaine purement industriel, qu'on soit dans un domaine purement commercial ou dans un domaine purement online. Beaucoup de nos clients sont bien sûr aujourd'hui des pure players. Ce sont des gens qui ont besoin d'outils qui travaillent à très haute fréquence, avec plus de 3,4 milliards de transactions réalisées par mois. Notre plateforme est capable donc de pouvoir servir à la fois les plus grands volumes et les plus grandes fréquences. Nous avons parmi nos références de très grands acteurs de l'e-commerce et évidemment ce sont des gens qui font confiance à nos technologies pour pouvoir gérer leur commerce à partir du cœur de ce qu'est leur technologie, à savoir notre plateforme. Et j'en profite justement pour faire une transition parce qu'on ne peut pas parler de marketing digital et de marketing en général sans évoquer évidemment ce qu'est cette tendance du marketing. On sait que c'est un domaine qui est en
en mouvement permanent, qui n'est pas seulement un mouvement lié aux fonctionnalités ou surtout aux tendances des clients, c'est aussi lié à un environnement législatif, on en parle aussi beaucoup en ce moment, et un des acteurs principaux et un des partenaires de Salesforce aujourd'hui dans cet environnement, c'est la FEVAD. Vous en faites peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas j'espère partie. C'est un acteur majeur, essentiel sur le marché français de cette, je dirais, écoute de cette régulation autour de cet environnement du monde du commerce, de l'e-commerce. Et j'ai donc avec moi aujourd'hui le grand plaisir de recevoir, je disais tout à l'heure, Marc Lolivier, secrétaire général, à qui je vais passer la parole pour qu'il nous parle justement de ces tendances. Marc. Merci. Merci Jean-Philippe pour cette introduction et merci surtout pour cette invitation. Je suis très fier très heureux d'être avec vous cet après-midi pour vous parler effectivement d'une tendance importante aujourd'hui dans la consommation, dans le commerce, qui est le e-commerce. La FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. On regroupe aujourd'hui 600 entreprises. Alors, 2/3 d'entre elles sont des sites marchands, c'est aussi bien des pure players que des retailers ou des marques qui de plus en plus sont présentes sur le e-commerce. Ça peut être dans le B2B comme le B2C et le C2C qui est également aujourd'hui extrêmement représenté à la FEVAD. Et puis à côté de ces sites marchands avec qui nous travaillons, ces acteurs du e-commerce, on a aussi 2/3 de nos adhérents sont des prestataires, des fournisseurs, des partenaires des e-commerçants qui nous aident à réfléchir, à comprendre, à imaginer l'avenir. Et bien sûr, Salesforce en fait partie et on travaille beaucoup avec eux pour essayer justement de préparer l'avenir du e-commerce et vous allez le voir finalement l'avenir du commerce. Notre rôle, c'est à la fois bien sûr de veiller à l'environnement réglementaire législatif. On a un syndicat professionnel et vous savez que dans ce domaine, la réglementation peut avoir un impact direct sur la croissance et la performance des entreprises. Et puis, le rôle de la FEVAD, c'est aussi d'accompagner le développement des e-commerçants, d'accompagner la croissance du e-commerce en fournissant un certain nombre d'informations à travers des études, à travers des recherches qu'on mène, à travers des ateliers, des workshops qu'on fait à la FEVAD avec nos partenaires pour essayer d'anticiper, de comprendre les évolutions. Le e-commerce est au cœur de la révolution digitale. On est au cœur d'une transformation sociétale qui est très importante, qui touche l'ensemble des secteurs. Non seulement évidemment la consommation, mais aussi l'éducation, nos façons d'apprendre, d'éduquer, de communiquer qui sont touchées. Et bien sûr, le commerce en fait partie. Et face à cette pression constante, avec un espace-temps qui se réduit, une pression de plus en plus forte, évidemment, les entreprises sont obligées de se repenser, de se réinventer en permanence pour essayer justement de faire face à ces nouveaux défis posés par la transformation digitale. Et nous, notre rôle, c'est justement de leur fournir ces informations, ces éléments qui vont leur permettre de mieux se préparer face aux défis, à la fois en termes de modification, de bouleversement de leur activité, mais aussi et surtout de l'activité de leurs clients. Donc ce qu'on va essayer de voir en un quart d'heure, c'est un petit peu quelles sont finalement les grandes tendances qui sous-tendent cette transformation digitale dans le commerce, notamment à travers le e-commerce. Et pour ça, je voudrais qu'on s'arrête avec vous sur 5 grandes tendances qui finalement illustrent bien aujourd'hui ce qu'est la transformation digitale dans le commerce telle que nous la percevons et nous l'analysons. Alors la première tendance, c'est d'abord la croissance. Le e-commerce, les ventes sur Internet, reste un secteur qui est en forte croissance, mais vous voyez que cette croissance, ce n'est pas une croissance qui est erratique, ce n'est pas une croissance qui se fait par à coup, on est plutôt sur quelque chose qui se construit, vous voyez, depuis 10 ans, progressivement, mais de manière tout à fait constante. On n'est pas sur des évolutions erratiques, on est plutôt sur des évolutions qui sont extrêmement structurées, avec une croissance l'an passé qui s'établissait à environ 11%. Et sur le premier trimestre, on est même à 14%, donc il y a à nouveau une réaccélération de cette croissance sur un marché qui aujourd'hui pèse plus de 60 milliards, ce qui en fait la première industrie dans le domaine du numérique. Les ventes sur Internet sont la première industrie dans le domaine du numérique et c'est un secteur, alors oui c'est vrai, on n'est plus sur des croissances de 50%, mais ça reste encore un secteur extrêmement dynamique et évolutif avec une croissance de 10% qui fait que le e-commerce aujourd'hui continue de progresser 10 fois plus vite que le reste du commerce. Si on essaye de regarder un petit peu plus en détail les éléments de cette progression, ils sont intéressants parce que le premier phénomène qui est marquant, c'est la baisse du panier moyen. On a un panier moyen aujourd'hui qui s'établit
à 80 € et qui chute de manière assez constante d'ailleurs depuis plusieurs années. On était plutôt autour de 90 € il y a encore 5-6 ans. Chaque année, le panier moyen baisse de 4%. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors ça, évidemment, peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires, mais finalement, cette baisse du panier moyen est surtout le témoin, le reflet de la banalisation de l'achat sur Internet. Finalement, l'achat sur Internet ressemble de plus en plus à l'achat en magasin, et en magasin, en tout cas dans les produits de grande consommation, le panier moyen est à 55 €, et vous voyez que progressivement, on vient de passer sous la barre des 80 €. Ce panier moyen, cet achat sur Internet est en train de se banaliser. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on n'achetait pas soit des choses trop chères parce qu'on avait peur, soit des choses qui n'étaient pas suffisamment chères parce qu'on se disait avec les frais de port, tout ça, ça ne vaut pas le coup. Aujourd'hui, vous trouvez des couches, des bics, vous trouvez tout sur Internet. Et les gens n'hésitent plus à aller acheter sur Internet comme ils le feront en magasin. Donc ce panier moyen va continuer de baisser sur les années qui viennent pour finalement se stabiliser autour de 50 €. La bonne nouvelle, c'est que finalement, cette baisse du panier moyen, elle est aujourd'hui très largement compensée par la fréquence d'achat qui ne cesse d'augmenter. On compte aujourd'hui 35 millions de Français qui achètent sur Internet. Il y a à peu près 1 million de Français qui arrivent chaque année sur le marché du e-commerce. Mais en même temps, ceux qui sont déjà acheteurs ont tendance à consommer de plus en plus. On est passé cette année au-dessus de la barre des 20 commandes par an pour un montant par acheteur, un montant moyen de 1 600 €. Alors, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup. C'est pratiquement 2 fois moins qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, ce qui veut dire que la marge de croissance est là encore extrêmement importante. Et une des raisons pour lesquelles vous et moi, on consomme de plus en plus sur Internet, c'est aussi parce que l'offre est en pleine explosion. C'est-à-dire que la demande sur Internet a précédé l'offre et aujourd'hui, on a un phénomène de rattrapage de l'offre sur Internet avec une création nette, j'insiste là-dessus, parce qu'on me dit toujours, oui, vous dites, il y en a 20 000 qui se créent chaque année, c'est vrai, on a 160 000 sites marchands actifs aujourd'hui, c'est 20 000 sites nouveaux par an, mais c'est 20 000 sites nets. Voilà, ça tient compte de ceux qui disparaissent et ceux qui arrivent. Au total, on a 20 000 sites, ça veut dire qu'il se crée un site de e-commerce toutes les demi-heures en France. Voilà. Donc à l'issue de cette présentation, il y aura presque 2 sites de e-commerce qui auront vu le jour, et ça, rien qu'en France. Et ce rythme-là, il est extrêmement soutenu. Alors, quand on essaye de regarder qui sont ces acteurs du e-commerce, finalement, vous avez un phénomène assez caractéristique du e-commerce par rapport à d'autres secteurs. Vous avez à la fois une très forte atomisation sur les 160 000. La moitié d'entre eux font de l'ordre de 10 commandes par mois. Ça fait après une centaine de commandes par an. Alors, ce n'est pas beaucoup, et en même temps, c'est un volume qui est énorme. Et ce volume de l'offre, il contribue à la dynamique de la demande, puisqu'effectivement, on trouve sur Internet des produits qu'on ne trouve pas, notamment sur des marchés de niche, puisque vous savez que 80% du chiffre d'affaires du commerce se fait finalement sur 20% des produits dans le commerce physique, pour des raisons simples qui sont celles du stockage. Eh bien, Internet a permis d'ouvrir en quelque sorte les entrepôts pour permettre aux consommateurs de consommer autre chose que ce qui était proposé dans le magasin, et ça a permis le développement de toutes ces petites boutiques sur Internet, de ces e-shops, dont la moitié d'entre eux sont des boutiques physiques qui trouvent un relais de croissance grâce à Internet et qui vont élargir la zone de chalandise. Et puis je vous disais que c'est très atomisé et en même temps c'est très concentré. Parce que si on regarde le haut du tableau, finalement il y a à peu près une centaine de sites aujourd'hui qui réalisent plus de 50% du chiffre d'affaires global. Alors on peut regarder aussi qui sont ces sites, qui sont ces leaders, et on publie à la FEVAD tous les mois le top 15 des sites de e-commerce. Ce top 15 est très intéressant, il vous dit 2 choses. Quand vous le regardez de près, le premier phénomène, c'est le trafic. Vous voyez sur la colonne de gauche, vous avez le nombre de visiteurs uniques par jour. Voilà. Alors, vous prenez les leaders, vous êtes sur des sites qui font plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois, et puis vous prenez les leaders, pour le premier, il fait 2 millions de Français qui se connectent tous les jours. Est-ce que vous savez combien de personnes la Tour Eiffel accueille chaque année? Combien? 10 millions, c'est ça? 7 millions. Vous voyez? Donc Amazon, en une semaine, ils accueillent autant de monde que la Tour Eiffel en un an. Donc c'est vous dire le poids, le trafic que génèrent aujourd'hui ces sites, qui est tout à fait énorme. Et on va revenir sur ce que ça peut entraîner par ailleurs. Et puis l'autre phénomène intéressant, c'est que ce tableau-là, qu'on publie maintenant depuis 10 ans, il y a quelques années, les magasins, il fallait les chercher à la loupe. Aujourd'hui, vous voyez que dans ce top 15, il ne reste plus que 6 pure players, dont 3 seulement sont français.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le retail, les enseignes magasins qui finalement ont un peu tardé à venir sur Internet, sont extrêmement présentes, ont développé des stratégies, et on va revenir sur ce phénomène-là, qui sont extrêmement offensives. Et vous voyez qu'on a les top 3 de la grande distribution, à la fois Auchan, Leclerc et Carrefour, qui sont dans le top 15. Et puis j'oublie pas Casino, puisque Cdiscount, qui ressemble à un pure player, n'en est pas un, puisque vous le savez, c'est Casino qui est derrière. Donc les retailers, incontestablement aujourd'hui, sont conscients de l'attente des clients par rapport à Internet et ont investi le terrain du e-commerce. Deuxième tendance fondamentale pour l'avenir du secteur, c'est le mobile. Le mobile est en train de... c'est l'an 2 de la révolution e-commerce. On a eu une première révolution qui était le e-commerce. Aujourd'hui, on assiste à une deuxième révolution qui est celle du m-commerce. Le m-commerce, aujourd'hui, c'est des taux de croissance qui sont supérieurs à 50%. On a déjà 14% des internautes qui ont déjà acheté sur mobile. Et vous voyez que chez les sites leaders dont je parlais tout à l'heure, c'est déjà 20% des ventes qui se font sur mobile. Certains de nos adhérents sont déjà à 50% des ventes qui se font sur mobile. Et ça vous a l'air un peu extravagant, mais si vous êtes dans les pays émergents, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Sur les pays de l'Asie du Sud-Est, 50% des sites de e-commerce provient du mobile. Vous avez un site qui s'appelle Flipkart, qui est le Amazon indien. Ils ont décidé le mois dernier de fermer leur site ordinateur pour n'avoir que leur site mobile qui fonctionne. Donc vous voyez, on est face à une vraie révolution, à une nouvelle révolution dans le commerce à travers le mobile. Et puis cette révolution, elle ne se limite pas simplement à l'achat. Elle va beaucoup plus loin que ça, puisque nos études montrent que 43% des mobinautes, donc des gens qui sont équipés avec un terminal mobile, eh bien, consultent le mobile en magasin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet s'invite dans les magasins. Et qui les invite dans le magasin? C'est le client. Vous savez, pendant un temps, moi, je voyais des magasins qui me disaient on va mettre des brouilleurs Internet, parce qu'après, ils vont acheter sur Amazon, etc. Non, ce n'est pas ça. Le client, il veut se connecter sur le magasin. Il a l'habitude d'être connecté sur Internet. Et évidemment, toute l'offensive aujourd'hui des magasins, c'est de reprendre la main, parce que Internet modifie le comportement du client en magasin. Il modifie le rapport du client au vendeur. Le client, aujourd'hui, il a la connaissance. Avant, il arrivait dans le magasin, quand vous vouliez acheter quelque chose, vous disiez, bon, je vais acheter un téléphone, donc vous descendiez, vous demandez conseil au vendeur, vous repartiez avec le téléphone. Aujourd'hui, vous avez consulté sur Internet avant, et puis maintenant, non seulement vous avez consulté, mais vous allez dans le magasin avec votre source d'information, et vous allez challenger le vendeur. Vous imaginez ce que ça fait? Ça change tout. Le client, aujourd'hui, il a le choix, il a la connaissance, et il a la parole, puisqu'il va communiquer sur Internet. Évidemment, ça, les magasins l'ont compris, et on voit que la révolution mobile est au cœur de cette mutation. Troisième tendance, ce que j'ai appelé la plateformisation, c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui, c'est le phénomène des places de marché qui est en fort développement aussi. Vous voyez, je vous parlais du nombre d'internautes, de 2 millions de Français qui se connectent, et finalement, l'idée, et c'est de là que le e-commerce tire sa force, c'est sa capacité à appréhender ces nouveaux phénomènes, à essayer de trouver des solutions dans des modèles gagnants-gagnants qui vont lui permettre de trouver des relais de croissance. Les places de marché, c'est quoi? Les sites dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont 10 millions de visiteurs uniques par mois, finalement, ils se sont fait un constat simple. Est-ce que vous connaissez le taux de transformation d'un site de e-commerce? Vous avez une idée à peu près sur 100 visiteurs qui vont sur un site, combien achètent? Combien? 10? 1,5? 10? Il y a des grands écarts là. 5? Qui dit mieux? Non, j'arrête. 2,7%. Donc il y a un monsieur qui n'était pas loin à 3%. Cela étant, 1,5, ça arrive aussi. Hein. Les 2,7, c'est la moyenne. Et est-ce que vous connaissez la moyenne du taux de transformation en magasin? 50%. Voilà. Donc une personne sur deux qui rentre dans un magasin part. On arrive à des taux beaucoup plus élevés. Sur McDonald's, vous avez 95% de taux de transformation. Ce qui veut dire quand même qu'il y a 5% des gens qui vont chez McDonald's et qui ne consomment pas. Alors on s'est d'ailleurs demandé ce qu'ils faisaient. Non, pas des gens de chez Quick. C'est des gens qui vont utiliser le Wi-Fi. Vous voyez l'Internet dans les magasins. Voilà. Et le Wi-Fi devient aussi un moyen d'attirer du monde en magasin, y compris pour des chaînes de grande restauration qui, par ailleurs, d'ailleurs, se sont également lancées dans le e-commerce. Donc on voit bien effectivement que ces places de marché, ça permet de monétiser en quelque sorte les datas, en offrant effectivement, en recréant des centres commerciaux virtuels qui vont permettre à des Amazon, à des Cdiscount, à des Fnac, de dire voilà, si vous ne trouvez pas le produit chez moi, bah, venez
sur mon centre commercial pour essayer de trouver des produits. Et on est dans des logiques gagnant-gagnant. Les petits sites, les 160 000 dont je parlais, ils vont sur ces marketplaces. Pour eux, c'est plutôt avantageux puisqu'ils ne payent que s'ils vendent. Donc, on n'est pas sur des AdWords, etc. Et puis, pour les gros sites, de toute façon, ils avaient déjà cette audience. Donc, ils ne font que la monétiser. Voilà. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Amazon est le concurrent de Google. Les gens vont sur Amazon et tapent le mot sur Amazon pour essayer de trouver le produit. Quatrième tendance, l'intégration. L'intégration est fondamentale, c'est le... Hop. Voilà. L'intégration, elle est fondamentale, elle est le symbole de la convergence entre l'Internet et les magasins. Pendant longtemps, on a opposé e-commerce et commerce, en disant que finalement, c'était deux choses qui allaient... Moi, je suis arrivé à la FEVAD, on avait très peur pour les magasins. Voilà. Aujourd'hui, on a plutôt peur pour les pure players. Donc, il y a une inversion des tendances, parce qu'entre-temps, les magasins ont appris à utiliser Internet. Et un des phénomènes qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le click and collect, puisque 23% des gens qui achètent sur Internet ont déjà utilisé le click and collect. Un tiers des commandes passées sur le site de la FNAC sont retirées à la FNAC. Ça veut dire quoi? C'est qu'Internet, c'est plus l'ennemi, c'est ce qui permet de générer du trafic en magasin. Et ils l'ont bien compris, parce que si on regarde dans le détail, il y a 64% des gens qui disent avoir déjà utilisé le click and collect qui ont profité pour faire un achat. Et du coup, vous voyez que la commande full web devient moins rentable qu'une commande hybride qui va mixer l'Internet et le magasin. Pensez à ça. Internet, c'est juste un outil. Vous pouvez le mettre au service de la vente en ligne, mais vous pouvez aussi le mettre au service du offline. Cinquième tendance, car le temps passe, c'est l'internationalisation. On est sur un secteur qui est un secteur extrêmement ouvert. Un secteur qui est ouvert dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez aujourd'hui la possibilité de vendre à l'international. On est l'un des secteurs d'ailleurs qui est le plus ouvert sur l'international. Nous, 67% de nos adhérents sont présents à l'international. Ce n'est pas une faute sur la slide d'ailleurs, c'est que depuis un an, on a progressé de 10 points. On était à 57% en 2014 et en 2015, on est à 67% des sites membres de la FEVAD qui sont présents à l'international. La moitié d'entre eux le font à partir de la France. C'est également une autre nouveauté. 15%, ils ont d'autant plus raison que 15% de ces sites-là, vous voyez, 15% des Européens aujourd'hui, 500 millions de consommateurs, 15% achètent sur des sites étrangers. Donc vous avez un marché potentiel de 70 millions de consommateurs qui est déjà supérieur au marché français. Les ventes des sites de e-commerce français à l'étranger, ça représente aujourd'hui 10 milliards. C'est l'équivalent de 100 Rafales. Ça veut dire que ça fait plus que le contrat Qatar et Inde réunis. Donc c'est vraiment un secteur aussi qui, de ce point de vue-là, est intéressant parce qu'il permet aussi à des entreprises françaises de se projeter à l'international. Il me reste 2 minutes pour vous donner vraiment en résumé les 7 grandes tendances pour l'année 2015. La première, c'est que le e-commerce cette année va franchir la barre des 60 milliards, ça c'est sûr. Et la première tendance sur le premier trimestre montre qu'on devrait même être pas mal au-dessus. Le e-commerce va représenter 10% du total du commerce. Vous voyez, c'est à la fois beaucoup, c'est passé, c'est-à-dire qu'il y a encore 90% qui se font en magasin. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, une partie de ces 90%, elle prend sa source dans Internet. 160 000 sites marchands actifs, on devrait passer à 180 cette année. Plus de 80% des e-acheteurs seront équipés de smartphones. Donc là aussi, la tendance m-commerce va continuer à se développer de manière très importante. Et puis, un acheteur sur 2 aura recours à la consommation collaborative. Il nous faudrait une autre séance pour vous parler de ça. Vous savez que c'est d'actualité aujourd'hui, mais tout ce qui est sharing economy est aujourd'hui en pleine évolution. C'est une partie de la transformation digitale qui se joue. Ça touche non seulement les modes de consommation, mais ça touche aussi les modes organisationnels, ça touche aussi les modes de production. Donc on est vraiment sur une transformation extrêmement profonde de la société à travers ces phénomènes de consommation collaborative qui aujourd'hui intéressent quand même, il faut le savoir, presque un acheteur sur 2 qui aura recours, d'après une étude qu'on a fait à CSA. Et le premier poste, premier secteur concerné, c'est l'hôtellerie, suivi, et c'est d'actualité, par le covoiturage, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Dernière tendance, elle concerne celle des colis. Je vous le disais, on va vers cette mixité, cette convergence. Donc un colis sur 2 sera livré hors domicile. Et puis la dernière tendance, je pense qu'elle tiendra à cœur à Jean-Philippe, il en a parlé tout à l'heure, c'est aussi la prochaine révolution qui nous attend, c'est celle des objets connectés, puisque un quart des e-acheteurs
seront reliés via des objets connectés. Et puisqu'il me reste que 30 secondes, il y a une autre info que je voudrais vous donner. Un tiers d'entre eux disent être prêts à recevoir de l'information commerciale via ces objets connectés, à condition bien sûr de pouvoir exercer leurs droits. Voilà. Donc c'est essentiel. Vous voyez qu'on est au cœur de cette révolution, et ce qui drive cette révolution aujourd'hui, c'est ce dont il a été question juste avant, c'est la donnée. On est en train de passer dans une économie des données, et l'utilisation des données sera la clé de la différenciation et donc la clé de la réussite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Marc. Reste avec moi 2 secondes. On est à quelques jours d'un événement important pour la FEVAD. Oui, c'est un événement très important. Tout ce que je vous ai indiqué là, on va en revenir en détail puisqu'on organise effectivement le 2 juillet, je remercie Jean-Philippe de me donner l'occasion de vous en parler, le 2 juillet, une conférence qui va durer toute la journée, qui s'appelle les enjeux e-commerce, dont le thème est la transformation digitale, provoquer l'avenir ou le subir. Ça va être toute la journée, on parlera d'ubérisation, d'open innovation, de ruée sur l'international, de marée sur le mobile. Voilà, donc vous êtes tous invités. C'est sur le site de la FEVAD, vous retrouvez les infos, et évidemment, Salesforce est partenaire de cet événement. Avec grand plaisir. On a les meilleurs qui nous accompagnent sur nos événements. Au pavillon Gabriel. Pardon ? Des webinaires. Ça se discute, mais le mieux, c'est encore de venir. IRL. Pavillon si vous Gabriel. n'êtes pas là, on essaiera de faire... en tout cas, ça sera tweeté, et on regarde effectivement sur le stream. Voilà, on est encore en discussion. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marc, merci à toi. Tout un tas d'informations importantes. On parle de révolution digitale. Je pense qu'en effet, l'e-commerce, le commerce en général, la digitalisation est certainement un des domaines industriels le plus en avance. Vous êtes tous concernés par ça. Et je remercie encore une fois Marc pour ces chiffres qui sont tout à fait éloquents et importants. Voilà, c'est la fin de notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, Marketing Cloud, Salesforce Marketing Cloud, la plateforme qui vous permet donc de pouvoir vous connecter en temps réel, en direct, dans une relation one-to-one cross-canal à travers l'ensemble des parcours clients individualisés. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.